Alors imaginez un instant une arme. Une arme tellement sophistiquée qu'elle n'est faite que de lignes de code. Et pourtant, elle peut traverser les murs, détruire des machines bien réelles, sans faire le moindre bruit, sans la moindre explosion. C'est ça l'histoire de Stuxnet, la toute première, la vraie arme numérique. La question, elle est dingue quand on y pense. Comment est-ce un simple bout de code, un virus, peut physiquement démolir une machine? On dirait vraiment le pitch d'un film de science-fiction, hein. Et pourtant, c'est devenu une réalité. Une réalité qui a complètement changé les règles du jeu de la guerre moderne. Pour comprendre, il faut aller en Iran. À Natanz, en 2010, on est dans l'un des endroits les plus secrets, les plus sécurisés de la planète. Et là-bas, à l'intérieur d'une usine d'enrichissement d'uranium, quelque chose de très étrange se passe. Des machines ultra précises, qui coûtent une fortune, commencent à se disloquer. Elles se déchirent littéralement, sans aucune explication. Évidemment, pour les ingénieurs sur place, c'est le mystère absolu. Dans les salles de contrôle, c'est la panique. Personne ne comprend ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, le reste du monde, il ne se doute de rien. Il ne sait pas encore qu'il est en train d'assister en direct à la naissance d'une toute nouvelle forme de guerre. Et ce n'est pas juste les techniciens locaux qui sont perdus. Même les experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIA, des gens qui passent leur vie à inspecter des sites nucléaires, ils n'ont jamais vu un truc pareil. Le matériel lâche à une vitesse hallucinante et personne n'arrive à dire pourquoi. On pense au sabotage, bien sûr, à des défauts de fabrication, mais aucune explication ne colle vraiment. Et puis, un premier indice, un indice énorme qui va tout changer. Les analystes en cybersécurité, en fouillant un peu partout, tombent sur une anomalie assez dingue. Sur tous les ordinateurs infectés par ce truc étrange dans le monde, presque 60% sont en Iran. Là, d'un coup, on passe d'un simple problème technique à une certitude. C'est une attaque. Une attaque ciblée. Bon, maintenant qu'on a une cible géographique claire, la chasse aux fantômes peut vraiment commencer. Des enquêteurs du monde entier se mettent sur le coup, à la recherche de cette menace invisible. Il faut mettre un nom sur ce fantôme dans la machine. Et ce qui est fou quand on regarde la chronologie, c'est que cette arme a agi dans le plus grand secret pendant 1 an. 1 an entier. C'est seulement en juin 2010 qu'elle est découverte. Ça veut dire que pendant tout ce temps, elle a fait ses dégâts, tranquillement, en silence, bien avant que qui que ce soit ne se rende compte de ce qui se passait. Finalement, le coupable a un nom, Stuxnet. Et attention, ce n'est pas un virus comme les autres. Son but, ce n'est pas de voler des numéros de carte de crédit ou des mots de passe, non. Il a été conçu pour prendre le contrôle de systèmes industriels. On parle de centrales électriques, d'usines, et dans notre cas, bien sûr, de centrifugeuses nucléaires. Ok, alors, on a le coupable, Stuxnet. Maintenant, la question, c'est comment ça marchait exactement. Et c'est là qu'on se rend compte du génie presque et de la complexité incroyable de ce truc. Le gros problème pour les attaquants, c'est que l'usine de Natanz était ce qu'on appelle air-gapped, c'est-à-dire complètement coupée d'Internet. Aucune connexion. Alors, comment on rentre? Eh bien, avec une simple clé USB. Quelqu'un l'a branchée et voilà. Une fois dedans, Stuxnet s'est baladé de machine en machine tout seul jusqu'à ce qu'il trouve exactement ce qu'il cherchait, les ordis qui pilotaient les équipements avec un logiciel très spécifique de Siemens. Et c'est ça, la clé de Stuxnet. C'est une arme d'une précision chirurgicale. C'est comme un missile à tête chercheuse. Il n'attaquait pas au hasard, pas du tout. Il était programmé pour ne chercher qu'une seule configuration bien précise, celle qui contrôlait les moteurs des fameuses centrifugeuses. Et une fois qu'il l'a trouvée, là, le sabotage a pu commencer. Et c'est là vraiment que ça devient à la fois génial et absolument terrifiant. Stuxnet, c'était un maître de l'illusion. Pendant qu'il déréglait complètement les centrifugeuses en les faisant tourner à des vitesses folles pour les casser, il faisait autre chose en même temps. Il envoyait des fausses données aux écrans des opérateurs. Résultat, pour les ingénieurs dans la salle de contrôle, tout était normal, tous les voyants étaient au vert, alors qu'en réalité, à quelques mètres d'eux, leur machine était en train de s'autodétruire. Un truc aussi complexe, aussi sophistiqué, ça pose une question évidente. Mais qui a bien pu créer une arme pareille? L'enquête change alors de direction. On ne se demande plus comment, mais qui. Et les indices, ils sont assez accablants. D'abord, Stuxnet a utilisé pas une, mais 4 failles 0-day. Alors, une faille 0-day, c'est une vulnérabilité qui n'est connue de personne, même pas du fabricant du logiciel. En trouver une seule, ça coûte déjà une fortune. En utiliser 4 dans une seule attaque, c'est du jamais vu. Ensuite, il fallait une connaissance ultra pointue des systèmes industriels Siemens. Ajoutez à ça le coût de développement estimé à des millions et la cible très très politique. À ce stade, il n'y a plus vraiment de doute, ce n'est pas un groupe de hackers dans un garage. Seul un État, ou plusieurs États ensemble, avaient les moyens de faire ça.
Et la confirmation va arriver en 2012 dans un article explosif du New York Times. Le journal révèle, en citant des sources internes, que tout ça fait partie d'une opération secrète menée conjointement par les États-Unis et Israël. Son nom de code, Opération Jeux Olympiques. Et Stuxnet, c'était leur arme. Le but du jeu, il était limpide. Saboter le programme nucléaire iranien. Le ralentir sans avoir à tirer le moindre missile, sans intervention militaire. Bref, une nouvelle forme de sabotage parfaitement adaptée à notre époque. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas à la destruction de quelques machines en Iran. L'impact de Stuxnet est bien plus large que ça. En fait, en sortant de l'ombre, ce virus a changé les règles du jeu pour tout le monde. Il nous a fait basculer dans une nouvelle ère. Un chiffre, un seul, environ 1000 centrifugeuses, physiquement détruites. Voilà, c'est la preuve, noir sur blanc, qu'une attaque purement numérique peut avoir des conséquences bien réelles, physiques et massives. C'est ça, le véritable héritage de Stuxnet. C'est un tournant. Avant, une cyberattaque, au pire, ça volait des données, ça bloquait un site web. C'était déjà grave, mais ça restait dans le monde virtuel. Après Stuxnet, on sait qu'une cyberattaque peut faire exploser une usine. La cyberguerre, ce n'est plus de la science-fiction, c'est devenu une réalité. En fait, Stuxnet a vraiment ouvert la boîte de Pandore. Il a prouvé au monde entier que quelques lignes de code pouvaient devenir une arme. Et le problème, c'est que maintenant que le génie est sorti de la bouteille, son code a été disséqué, analysé et même copié. La méthode est connue. Du coup, la question n'est plus de savoir si ce genre d'attaque va se reproduire. La vraie question, c'est quand, où et surtout contre qui. Finalement, Stuxnet, ce n'était qu'un coup de semonce. Le premier. Il a montré à la face du monde que du code informatique pouvait être aussi dévastateur qu'une bombe. Et la question qui reste, elle donne un peu le vertige. Maintenant que cette porte a été ouverte, est-ce qu'on peut seulement espérer la refermer un jour ?